Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le lundi 24 mars. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de semaine. Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle fin de semaine. Un peu plus fraîche quand même cette fin de semaine comparativement à ce que l'on avait connu, en tout cas dans certaines régions du pays, au cours des derniers jours, disons-le comme ça. Alors, on va faire le tour, bien sûr, des prévisions de la météo, de ce qui nous attend pour la journée, pour la semaine avec Véronique. On va parler sport avec Olivier. Vincent Maisonneuve est déjà à mes côtés également. Bonjour, Vincent. Bonjour, Mathieu. On va revenir sur cette journée d'hier parce qu'évidemment, c'était lancement de cette campagne électorale. Je ne sais pas s'il y a bien des auditeurs, des auditrices qui ont suivi tous les développements dans la journée. En tout cas, vous allez nous résumer ça. On va, pour votre part, se pencher sur les libéraux et les conservateurs, leur début de campagne. Puis Jean-Philippe va être là après pour nous parler du début de campagne des néo-démocrates et des bloquistes. Exactement. Le Parti libéral du Canada et son chef qui ont lancé le tout après le lancement officiel à Ottawa. Ils se sont dirigés vers Saint-Jean-Terre-Neuve. Du côté du Parti conservateur, cette première soirée électorale, elle était dans la région de Toronto où les conservateurs espèrent réaliser des gains. On sait que le Grand Toronto, c'est une région extrêmement importante pour les partis qui cherchent à obtenir le pouvoir à Ottawa. Effectivement. Hier, il y a encore une fois, disons, dès le départ, il était question de Donald Trump. Donc, courte campagne électorale qui va nous amener aux urnes le 28 avril prochain. Donc, on y revient dans les prochaines minutes. Parlons avec Olivier Pellerin. Bonjour, Olivier. Bonjour. On va commencer avec le hockey féminin. Il reste, 5 matchs dans la saison régulière avec la LPHF, la Ligue féminine. Donc, la victoire de Montréal affrontait le Sceptre de Toronto hier, défaite de 2-1. Oui, il reste 5 matchs à la saison de la victoire de Montréal. Parce que la saison, effectivement, se poursuit. Certaines équipes ont joué un moins grand nombre de matchs que les autres, donc devront compléter cette saison. Mais hier, effectivement, c'était un match entre Toronto et Montréal. Défaite à nouveau pour la victoire de Montréal. Une défaite de 2-1 dans un match qui a été dominé au chapitre des tirs. Mais encore une fois, un manque d'opportunisme peut-être pour trouver l'ouverture et ainsi permettre à la troupe montréalaise de pouvoir arracher une victoire. C'est un petit glissement au classement. Les Montréalais sont toujours premières avec 45 points, mais justement, les Sceptres de Toronto qui viennent tout juste de remporter cette victoire importante se rapprochent tranquillement du premier rang. Il reste 5 matchs à faire. Donc, une séquence qui devra être un peu plus heureuse d'ici la fin de la saison si on veut entrer avec élan et surtout avec confiance. On sait que l'équipe a perdu les services d'Anne-Renée Desbiens, la gardienne numéro 1. Hier, justement, après le match, Corey Chevry a été questionné à ce sujet. Toujours pas de mise à jour de ce côté, mais on sait qu'elle ne fera pas le voyage pour le prochain match de l'équipe au Minnesota, match qui est prévu mercredi. Donc, il y a quand même là une indication. Mais effectivement, là, on aura besoin d'un peu d'élan là, pour terminer cette saison et espérer peut-être un meilleur sort en séries éliminatoires si on compare à la saison dernière. Donc, on peut écouter la capitaine de l'équipe, Marie-Philippe Poulain, hier, qui est revenue justement sur cette glissade. Nous autres, c'est un match à la fois. Je pense qu'on sait tout ce qui se passe avec le classement, mais ça n'a rien de regarder à ça. Pour nous, comme tu mentionnais, ça va un petit peu moins bien ces temps-ci pour nous. Alors, vraiment, pas porter attention au classement. Puis, c'est un match à la fois. Ça va être super important de vraiment aller au Minnesota et revenir avec une victoire. Hier, j'étais au match, puis c'est vrai qu'il y a quelques filets ouverts, disons, qui ont été ratés. Ça a coûté le match, effectivement, la victoire. Parlons de soccer. Le Canada a pris le 3e rang en Ligue des Nations de la CONCACAF. Parce que le Canada disputait la finale, cette petite finale, si on peut dire, de la Ligue des Nations contre les États-Unis. Petite surprise, on s'attendait peut-être à voir le Panama face au Canada dans ce match, mais non, ce sont les États-Unis qui étaient devant les Canadiens hier. Et ça a été une victoire pour le Canada de 2-1 lors de ce match final pour le bronze.
bronze. Donc, le Canada qui peut sortir la tête haute de cette compétition qu'on voyait comme une préparation, comme je le disais la semaine dernière, pour la Coupe du monde de 2026. Les États-Unis et le Mexique seront de ces équipes qui passeront directement à la Coupe du monde, mais on veut quand même s'installer chez le Canada comme une des nations de la CONCACAF qui peut en imposer sur le terrain. Ce sont justement les Mexicains qui ont décroché le titre de la Ligue des Nations hier grâce à une victoire face au Panama. Et donc, le Canada qui espérait pouvoir se motiver avec ce dernier duel contre les États-Unis, peut-être imiter un peu ce que le Canada avait fait à la confrontation des 4 nations. On peut dire mission accomplie avec cette victoire d'hier. Et au tennis, Félix Auger-Aliassime a été éliminé au 3e tour du tournoi à Miami. Oui, 7e match entre lui et Lorenzo Musetti en carrière. Et c'est Musetti qui a eu raison dans ce match. Une victoire en 3 manches de 4-6, 6-2, 6-3. Petit pépin physique pour Félix Auger-Aliassime qui a peut-être expliqué cette glissade pour les 2 dernières manches de ce match. Élimination au 3e tour pour lui. Et donc, le dernier en lice chez les hommes, c'est Denis Shapovalov qui sera en action aujourd'hui contre Taylor Fritz. Sinon, chez les femmes, Victoria Mboko et Leilani Fernandez ont été éliminés. Donc, les espoirs du Canada maintenant se retrouvent entre les mains ou sur les épaules de Denis Shapovalov. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Véronique, bonjour. Bonjour, Mathieu. Comme un retour de l'hiver. Ouais. C'est ça. On grogne un peu. C'est toujours un peu comme ça, mais là, qu'est-ce que vous voulez? À chaque année, c'est la même chose. On sort nos sandales, après ça, on crie « Ah, c'est pas fini! » On remet les bas dedans, on les enlève. C'est ça, exactement. Blanc ou noir, les bas dans vos sandales? Le blanc est à la mode. Oui, exact. Le blanc, puis assez long en plus. C'est ce que je vois dans le coin. Bref, d'ici là, c'est vrai que l'hiver va sembler faire un petit retour, mais un retour mou, disons-le quand même. Là. Des températures plus près du point de congélation cette semaine, 0,5 degrés sur le sud du Québec. C'est vrai que la normale, c'est 5. Donc, aujourd'hui, on y va avec du 3 à 6 degrés, mais un peu de neige. Alors, ça va commencer tranquillement ce matin. C'est vraiment des bandes de neige de faible à modérée, surtout au cours de la matinée sur le sud du Québec. Vers le centre et l'est, ce sera un peu plus tard en journée. Assez fondante quand même, cette neige-là. Pas beaucoup d'accumulation non plus, 2 à 4 cm pour les régions plus au sud, plus près de 5 à 10 là, si on va vers les Laurentides, la Naudière, la Mauricie, Québec. Donc, une neige mouillée, des vents du sud-est qui vont souffler 20-40 km à l'heure. Ça devrait cesser graduellement au cours de la nuit, minimum qui vont varier entre moins 1 et 2 degrés cette nuit. Et demain, 3 à 5 degrés au thermomètre. Encore assez gris, quelques petites précipitations fondantes ici et là, quelques petites averses. Pas vraiment de précipitations dominantes, mais disons une grisaille avec quelques gouttes ou flocons fondants possible demain. On verra un petit peu plus de soleil là, sous forme d'éclaircies mercredi, mais c'est jeudi qui devrait être la plus ensoleillée des journées cette semaine. Parce qu'en plus de nous ramener des flocons et de la fraîcheur, on va avoir un bon couvert nuageux cette semaine. Alors, voilà prévenu. Neige également du côté de l'Abitibi, un 5 à 10 aujourd'hui, maximum autour de moins 1. Le Saguenay, le lac Saint-Jean, ça va s'ennuager. La petite neige commencera en après-midi, fin de journée. On ira avec 2 à 5 cm au cours de la soirée et de la nuit. Pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, belle journée. L'ennuagement se fait assez tard en fin d'après-midi, légèrement sous zéro côté température, un petit peu plus froid sur la Côte-Nord, moins 8, 5 à 10 cm de neige dans l'ensemble au cours de la soirée et de la nuit prochaine. Sur le nord de l'Ontario, c'est du 15 à 25 cm qui sont tombés vers Thunder Bay. Ça s'estompe graduellement en mi-journée aujourd'hui. 10-15 aussi vers Sudbury. Ça aussi, ça cesse graduellement. On est dans les vents du nord, mais avec des températures près du point de congélation. Toronto-Windsor, c'est surtout nuageux. C'est pas impossible qu'il y ait une gouttelette ici et là, 5 à 6 degrés. Ça ira jusqu'à 7 à Ottawa. On ira chercher 1 centimètre ou 2 de neige peut-être ce matin. Et par la suite, ce sera plutôt pluvieux. Parlant de pluie, c'est vraiment intense du côté de Vancouver. On a un 15 à 25 cm supplémentaires. Les quantités les plus importantes dans les montagnes côtières, 80 à 120 mm jusqu'à demain soir. Ailleurs, c'est du 75-100 mm localement, donc très pluvieux de ce côté. Assez printanier dans les prairies. Edmonton, Calgary, c'est du 11 à 14 aujourd'hui sous un ciel variable, plus près de 0 sur le sud de la Saskatchewan et du Manitoba. Un petit peu plus de nuages vers Regina, plutôt beau à Winnipeg, mais la semaine sera agréable dans l'ensemble dans l'ouest avec des valeurs printanières. Merci Véronique. Bonne journée. Bonne journée.
Alors, c'est parti pour cette campagne électorale, courte campagne, 5 semaines. En fait, c'est le nombre de jours le plus court, là, selon la loi électorale au Canada. 28 avril, ce sera le jour du vote. On va résumer donc ce premier jour de campagne électorale. Je le disais, Jean-Philippe va nous parler tantôt de la journée du NPD et du Bloc québécois. Vincent nous parle donc de cette journée des conservateurs et des libéraux. Donc, Mark Carney est à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Il commence sa journée-là aujourd'hui. Il est arrivé là hier en fin de journée. Oui, et il a reçu un accueil plutôt froid de la part des pêcheurs qui dénoncent la gestion des pêches par les libéraux, les nouveaux quotas notamment. Les crabiers ont même, pendant un instant, bloqué l'accès à l'édifice où Mark Carney a finalement pu livrer son discours hier soir. Mark Carney qui a insisté en disant qu'il s'agit des élections les plus significatives de notre vie, de notre vivant, et surtout, il a répété que Pierre Poilievre, c'est une version canadienne de Donald Trump. Nous avons vu où la négativité et la division ont mené les États-Unis. Nous sommes plus forts comme nous sommes unis. Les Américains vont s'affaiblir parce qu'ils ne le sont plus. Alors, unissons-nous en cette période de crise. Mark Carney qui a déjà des promesses de baisse d'impôts pour la classe moyenne, promesse d'éliminer la TPS pour les acheteurs d'une première maison. Ça ressemble beaucoup à ce que les conservateurs pourraient proposer. Élargir la couverture du régime d'assurance dentaire. Ça, c'est beaucoup plus libéral, je vous dirais, comme engagement. Et maintenant, comment réduire le déficit d'Ottawa? Ça, c'est la grande question avec de tels engagements. Surtout le chef libéral qui soutient qu'il faut d'abord et avant tout améliorer la productivité de l'appareil du gouvernement et surtout attirer les investissements. C'est une question de mettre l'accent sur les résultats, pas les dépenses, afin de catalyser des grands investissements privés en ce qui concerne le logement, le secteur d'énergie propre, le secteur d'énergie conventionnelle et les minéraux critiques et tout cela. Voilà pour les libéraux. Les conservateurs, le chef Pierre Poilievre a lancé sa campagne à Gatineau avec le Parlement en arrière-plan comme image. Et puis ensuite, il a pris la route de Toronto où il tenait la région de Toronto. En tout cas, un grand rassemblement hier, justement, dans cette région, dans le nord de Toronto. Et c'est une foule gonflée à bloc qui a accueilli le chef conservateur. Dans la foule, des militants qui ne veulent surtout pas d'un 4e mandat libéral à Ottawa. Pierre Poilievre en a profité pour dépeindre l'impact de la dernière décennie des gouvernements libéraux de Justin Trudeau. Après 10 ans des libéraux, ils ont nous affaiblis face aux Américains. Ils ont brisé le système d'immigration, bloqué nos ressources naturelles, doublé la dette nationale et le logement aussi. Et notre économie est affaiblie face aux Américains, ce qui menace notre souveraineté. Le chef conservateur, donc Pierre Poilievre, qui a été dépeint, en tout cas par Mark Carney, le chef libéral, un peu sur l'image de Donald Trump. Ouais. On a voulu faire des parallèles entre le chef libéral et Donald Trump. Pierre Poilievre lui dit qu'il est tout le contraire de Donald Trump. Parce qu'il veut placer le Canada d'abord, comme le dit le slogan de sa campagne. Je veux le contraire que Donald Trump. Il veut, par exemple, imposer des tarifs sur nos entreprises, les taxes sur les entreprises canadiennes. C'est les libéraux qui veulent faire pareil. Donald Trump veut prendre nos ressources au prix bas. Et c'est les libéraux qui lui ont permis de le faire. Attendez-vous aussi à certaines similitudes dans les discours entre messieurs Carney et Poilievre. En fait, c'est déjà le cas lorsqu'il est, par exemple, question de la défense de la souveraineté du Canada. Nous ne pouvons pas contrôler le président américain, mais nous pouvons contrôler notre destin. Nous sommes maîtres chez nous. On doit devenir fort, autonome et souverain pour tenir tête aux Américains. Donc, sur la question du coût de la vie aussi, les discours des deux chefs, là, autant le chef libéral que le conservateur, ont tendance à se croiser un peu. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Bonne campagne. On va poursuivre avec Gabriel Lemarquand-Perrault, qui est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. Évidemment que le déclenchement de cette campagne électorale fait la une de tous les journaux un peu partout au pays et on voit aussi plusieurs éditoriaux analyses.
Oui, dans les médias ce matin, dans les journaux. D'abord, dans Le Devoir, rendez-vous dans 36 jours, c'est la une ce matin. Trump sur toutes les lèvres, titre la presse. Qui sera face à Trump? Donc, on voit que Trump revient beaucoup dans cette campagne électorale, notamment aussi dans les journaux anglais. Le Globe and Mail, la course aux élections fédérales démarre. Carney lance l'élection, titre le National Post. Et le Toronto Star, les menaces américaines sur l'avant-scène. D'ailleurs, parlant de Donald Trump, vous avez ce matin l'analyse de Guillaume Saint-Pierre, qui est chef du bureau parlementaire ici même à Ottawa pour le Journal de Montréal, qui lui mentionne que le président américain risque de faire partie de la campagne électorale sans avoir à prononcer un mot. Donald Trump qui s'est invité dans la campagne fédérale dès le premier jour, quand Pierre Poilievre a simplement souri quand il a été comparé au président américain. Et Guillaume Saint-Pierre poursuit en disant que c'est un Pierre Poilievre nouveau qui s'est présenté devant les journalistes hier au jour 1 de la campagne. Le chef conservateur a pris 5 questions de vrais journalistes venant de médias nationaux traditionnels sans insulter personne. Vous avez aussi l'analyse de notre collègue Fanny Olivier à lire sur notre site Internet ce matin, radiocanada.ca. Combien de temps la bonne étoile de Mark Carney brillera-t-elle? Maintenant, parlant de Donald Trump, dont on risque effectivement de beaucoup parler lors de cette campagne électorale, il y a 2 anciens journalistes qui signent des lettres ouvertes au sujet du président américain ce matin. D'abord, dans Le Devoir, Michel Labrec, qui a été journaliste pour Radio-Canada. Depuis 68 ans, il entretient une relation spéciale avec les États-Unis, mais les événements politiques récents le plongent dans un doute inédit. Nos voisins constituent un pays développé, écrit-il, et riche, mais ils ne forment pas un pays civilisé. Alors, sa lettre ouverte ce matin dans Le Devoir, mais les États-Unis sont passés du rêve au cauchemar. Et vous avez aussi une seconde lettre ouverte, cette fois-ci signée dans les pages numériques de la presse par le journaliste, le journaliste à la retraite Alain Saunier, expert des médias, mais aussi co-signé par de nombreuses personnes, Boucard Diouf, Catherine Durand, Clément Duhem, Alain Deneau. Donc, je vous nomme quelques personnes qui ont co-signé cette lettre ouverte. Résistons aux menaces de Donald Trump. Donc, ces personnes ce matin qui signent cette lettre ouverte, qui lancent aujourd'hui un appel à résister, à être solidaire face à la menace qui vient directement de nos voisins du Sud. Parlons de politique provinciale au Québec. Les manœuvres de Rouba-Gazal dérangent à QS. Et c'est ce qu'on apprend ce matin en lisant le Journal de Montréal, Mathieu, dans les premières heures qui ont suivi la démission de l'ancien co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois. Les manœuvres politiques de Mme Gazal ont causé un certain malaise à l'interne, selon certaines sources interrogées par le quotidien de Québécois. Mme Gazal qui vient tout juste d'être nommée chef parlementaire de Québec solidaire. Alors, dans la foulée de la démission de Gabriel Nadeau-Dubois, Rouba-Gazal a rapidement fait savoir à l'aile politique qu'elle se positionnerait comme la figure de proue du parti pour la prochaine élection. Elle a aussi signalé, sans consulter les membres, qu'elle représentera la formation durant le débat des chefs. Et puis, il y a une infirmière qui se faisait remplacer par une fausse infirmière qui a été coincée. Et c'est ce que j'ai lu ce matin sur le site des Coop de l'information. Vous avez un texte notamment dans le quotidien Le Droit. Durant la pandémie, Immigration et Réfugiés Citoyenneté Canada a mis en place des sites d'hébergement pour les demandeurs d'asile. On parle souvent d'hôtels qui étaient loués là, spécifiquement pour cette raison. Les demandeurs d'asile devaient y être évalués par une infirmière. Donc, cette infirmière qui faisait partie du lot était détentrice d'un permis de l'Ordre des infirmières depuis le printemps. Mais ce qu'on apprend ce matin en lisant l'article, c'est qu'elle s'est fait pincer à se faire remplacer pour des périodes qui allaient de quelques minutes à des quarts de travail complets par une personne qui n'avait aucun droit d'exercice dans les Coop de l'information ce matin. À lire. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne journée. Bonne journée. On poursuit notre couverture de ce début de ce lancement de campagne électorale avec Jean-Philippe Robillard. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. On va se parler ensemble donc du NPD et du Bloc québécois. Les 2 chefs d'ailleurs étaient hier soir à Montréal, à commencer par le chef du NPD, Jock Metzing, qui a rencontré ses militants. Oui, après avoir lancé sa campagne hier, donc Jock Metzing qui a tenu son premier rassemblement de campagne, si on peut dire. C'était hier soir, c'était à Montréal. Il avait à ses côtés le député néo-démocrate de Rosemont,
la petite patrie Alexandre Boulris, de même que la candidate dans Laurier-Sainte-Marie, Nima Machouf. Et dans son discours, Mathieu, le chef néo-démocrate, a souligné, a rappelé la contribution de son parti au cours des dernières années là, avec les libéraux pour faire adopter le régime national d'assurance médicaments, de même que le régime canadien de soins dentaires. Il a aussi, bien sûr, pendant son discours, attaqué ses adversaires, le chef libéral, le chef conservateur. Et pour assurer sa survie, la survie de sa formation politique, vous allez l'entendre, le chef néo-démocrate là, mise vraiment sur une proposition plus progressiste. On l'écoute. Dans ces temps difficiles, quand vous avez peur, peut-être que vous allez perdre votre emploi, vous avez peur que la vie qui est déjà trop chère, on va avoir une augmentation de la coût de la vie à cause des menaces de Donald Trump. Qui va être là à Ottawa pour protéger les gens, les travailleurs, pas les PDG, pas les ultra-riches, mais qui va être là pour défendre les gens? Monsieur, madame, tout le monde. Ça, c'est nous. Ça, c'est le NPD. Donc, le chef Jack Meeting à Montréal, où, rappelez-vous, en 2011, il y avait eu cette vague orange au Québec. Et on voyait sur les images dans le local de rassemblement de Jack Meeting des affiches de Jack Layton, justement, qui avait été à la tête du parti lors de cette vague orange. Bon, le chef bloquiste, lui, Yves-François Blanchet, n'avait pas de rassemblement. Hier soir, il a assisté à un événement gala de l'humour. Là. Oui, c'est ça. Donc, il n'y avait pas d'événement partisan hier soir parce qu'il a assisté au gala des Oliviers à Montréal. D'ailleurs, Mathieu, c'est ce matin que le chef bloquiste va officiellement lancé sa campagne parce que hier, tout ce qu'il a fait, dans le fond, c'est qu'il a réagi au début de la campagne qui a été lancée par le chef libéral. Mais ce ne sera pas facile pour lui, on le sait, alors qu'il y a des tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis. Il y a les tensions aussi d'annexion. Il y a les menaces, d'annexion de Donald Trump qui s'imposent dans cette campagne-là. Alors, le chef du Bloc québécois, lui, il refuse de faire campagne, Mathieu, sur un thème qui sera imposé par les autres partis, par le président américain. Lui, il veut surtout parler de l'importance de protéger la langue, la culture, la laïcité, de même que la gestion de l'offre. On l'écoute. D'instrumentaliser l'insécurité des gens pour leur dire « Rangez-vous derrière notre héros, vous ne le connaissez pas, mais ça va bien aller ». Là, on est moins dans cette dynamique-là. On ne fait pas une campagne électorale à savoir qui c'est qui est le plus beau, plus fin, qui c'est qui est à la messe, qui c'est... C'est pas ça, une campagne électorale. Une campagne électorale, c'est les idées. Alors, il faudra voir maintenant s'il parviendra, le chef bloquiste, à imposer son agenda, à imposer ses idées. On le verra au cours des prochaines semaines. Mon collègue en a parlé. Donc, c'est une courte, Vincent, une courte campagne de 36 jours. Alors, il faudra voir ce que décideront les Canadiens. La réponse, on l'aura le 28 avril. 28 avril, jour du vote. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Alors, évidemment, ce que l'on va surveiller aujourd'hui, bien sûr, le déplacement de ses chefs au jour 2 de cette campagne électorale. Le Parti libéral du Canada, le chef Mark Carney, qui est à Terre-Neuve-et-Labrador. Le Bloc québécois, Jean-Philippe le disait, va officiellement lancer sa campagne dévoilement de l'autobus et tout. Ça va se faire à Québec. Le chef du NPD, Jack Meeting, est encore à Montréal au moment où on se parle ce matin. Il va se diriger ensuite à Toronto. Et Pierre Poilievre, le chef conservateur, lui, sera à Brampton, toujours en Ontario. Entre autres choses, au sujet de la politique québécoise, cette fois, Guillaume Clich-Rivard va devenir le porte-parole masculin de Québec solidaire par intérim. C'est à la suite de la démission de Gabriel Nadeau-Dubois. Voilà, entre autres, ce que l'on va surveiller aujourd'hui. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée, bon début de semaine. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.